cursus des chefs d'État et de leurs ministres en Afrique fait aujourd'hui pâlir même certaines nations occidentales, tellement ils sont diplômés. Mais curieusement, les choses ne vont pas pour autant mieux. Dans la majorité des pays, les populations semblent nostalgiques des pères des indépendances et ironisent même de plus en plus sur ces intellectuels, ces longs crayons, ces cadres qui ont souvent fait pire que leurs parents. Ces diplômés qui manquent d'engagement, qui sont plus dans le mimétisme que dans la recherche de solutions adaptées à leur environnement. Bref, le débat sur le rôle des intellectuels se passionne, notamment dans les milieux populaires où ils sont de plus en plus perçus comme les responsables de l'échec, du non-développement de l'Afrique. Quel est le rôle de l'intellectuel africain qui peut être considéré comme intellectuel? C'est quoi les critères pour le définir? N'a-t-on pas plus fabriqué des diplômés et non des intellectuels? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à notre élite, à nos diplômés. Avec sur ce plateau, installé à Bamako, plusieurs invités. D'abord, M. Mossadegh Bali, chef d'entreprise, fondateur et président du groupe Azalaï, groupe hôtelier africain présent dans de nombreux pays subsahariens. Bonjour, M. Mossadegh Bali. Bonjour, Alain. Merci d'être là. Notre second invité est Maître Fatoumata Sidibé Diarra, avocate au barreau de Paris et du Mali. Bonjour, Maître Fatoumata Sidibé Diarra. Bonjour, Alain Foucault. Merci. Notre troisième invité est M. Youba Sokona, scientifique malien, vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Alain. Quatrième invité de ce plateau, M. Karim Sy, fondateur, président de Jocolabs Global, membre Conseil national du numérique. Il faisait partie du Conseil présidentiel pour l'Afrique du président Emmanuel Macron. Bonjour Karim Sy. Bonjour Alain. Alors merci d'être là. Ce débat passionne, ce débat divise et on se regarde souvent en chien de faïence lorsque l'on en parle. C'est quoi un intellectuel en Afrique? Comment on définit l'intellectuel en Afrique? C'est celui qui a passé beaucoup de diplômes, qui est docteur en je ne sais pas trop quoi, qui a beaucoup de doctorats ou bien c'est qui? Là j'ai envie de commencer par Mossadegh Bali. Merci Alain Foucault. C'est un sujet brûlant, surtout maintenant dans la plupart de nos pays qui sont, je dirais, en transition ou en crise, tel que le Mali. Pour moi, un intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui a un exercice intellectuel, qui a des compétences intellectuelles, qui est une autorité morale dans son domaine et qui se permet d'émettre des avis sur des sujets qui sortent de son domaine, sans pour autant avoir un exercice ou une pratique dans le domaine politique. Pour moi, c'est ça un intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans son laboratoire ou qui enseigne et qui reste là. C'est plutôt quelqu'un qui, fort de son esprit, fort de ses connaissances, fort de ses compétences, se permet d'émettre des avis, parfois de tirer la sonnette d'alarme sur des sujets qui concernent la cité. Qui concerne sa cité. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Maître Diarra? Oui, tout à fait. Pour moi, un intellectuel, c'est effectivement quelqu'un qui exerce un certain art de l'esprit, qui, fort de ses connaissances, a une certaine maturation de l'esprit critique qui lui permettent justement d'analyser, d'observer et de proposer. Et j'ajouterais que l'intellectuel, justement, fort de ses capacités, doit s'engager, doit s'ériger en autorité, gardien de nos valeurs, gardien de certains principes, et doit faire corps avec la société pour justement mettre des mots, MOTS, sur les mots, MAUX, que nos populations vivent. Donc pour moi, un intellectuel doit faire corps avec la masse, entre guillemets, et être le porte-parole des problèmes de celle-ci, proposer des solutions, mais également s'engager pour l'application de celle-ci. Alors, est-ce que lorsqu'on écoute ces définitions qui se ressemblent, qui sont quasiment les mêmes, le fait qu'il ait une valeur morale, qu'il ait une fonction de proposition, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde, nous avons des intellectuels? Y en a-t-il ou pas, M. Sokona? Il y en a, et puis il y en a toujours eu des intellectuels. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout nouveau. Dans toute société, dans tout pays, dans tout système, on a trois grands groupes qui doivent interagir. Le politique, c'est ce que l'on appelle le monde de la connaissance, du savoir dont fait partie les intellectuels, et la pratique, c'est-à-dire la société. Il faut une interaction entre les deux, et l'intellectuel doit être entre les deux, c'est-à-dire émettre des idées, émettre des visions pour informer les politiques,
à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au niveau national, et en même temps observer la société, la dynamique qu'il y a, la comprendre pour des propositions concrètes pour un meilleur développement, pour un meilleur bien-être de cet ensemble-là. Mais on a le sentiment, lorsqu'on écoute les populations, que finalement on n'a plus d'intellectuels, que les intellectuels chez nous ne remplissent pas cette fonction que vous évoquez. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui on ait le sentiment qu'il y a une défection vis-à-vis de ceux qui sont considérés ou qui devraient être considérés comme des intellectuels, que l'on perçoit plus aujourd'hui que comme des diplômés? Moi, je pense qu'il faut voir peut-être un décalage aujourd'hui avec le terrain. Et je pense que Moussadegh nous a parlé de pratique. Je pense qu'on nous parle d'un savoir là, théorique qui a été acquis à l'école, à l'université, etc. Il y a aussi le savoir pratique du terrain. Moi, je me rappelle quand je suis revenu du Canada au Mali, on avait une pompe à eau manuelle qu'on avait amenée dans les villages. Les gens trouvaient ça fantastique. On avait une expérimentation terrain qui donnait très bien. Et quand on l'a présenté à la foire de Bamako, on a des experts de la Banque mondiale qui étaient venus rigoler de notre pompe. Donc on voit bien le décalage entre les gens qui sont les soi-disant experts internationaux en plus, versus ceux qui sont sur le terrain, qui ont la connaissance de leurs problématiques. Vous savez, l'étymologie du terme expert, c'est expertus, quelqu'un qui a une expérience sur quelque chose. Donc je pense qu'aussi, il faut que la connaissance se confronte à la réalité de la pratique et du terrain. Et avec cette conjonction des deux, avec le temps, c'est l'expertise qui se développe, qui peut en plus prendre un décalage par rapport à la théorie. Pour devenir un vrai expert, c'est qu'en fait, on dépasse la théorie pour pouvoir l'appliquer à différents champs de compétences. On entend de plus en plus les gens dire ce que nous avons, c'est des diplômés, c'est des gens qui ont accumulé des connaissances livresques, qui ne sont pas adaptés et qui sont dans le mimétisme. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Est-ce qu'on ne peut pas, comme ça, accuser l'ensemble de ces diplômés-là de ne pas être utiles à cette société? Vous avez le sentiment que la formation donnée à ces populations, donnée à ces cadres africains n'est pas adaptée à leur environnement? Ou qui ne l'ont pas adapté? Non, en fait, on peut avoir des diplômes sans être un intellectuel. Et on peut avoir des diplômes sans jouer ce rôle d'autorité morale, ce rôle de tireur, une sonnette d'alarme. On peut être multidiplômé, faire de la politique et puis détourner les deniers de l'État. Donc je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire un amalgame entre des hommes et des femmes qui sont allés à l'école, qui ont plusieurs diplômes, mais qui décident justement de mettre cette connaissance à leur propre profit au lieu de le mettre au profit de la cité. Pour moi, un intellectuel, certes, c'est quelqu'un qui a des compétences dans un domaine précis, qui en fait son métier et son gagne-pain, mais qui à un moment donné se dit je ne peux pas rester dans mon coin parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école, d'avoir des diplômes, d'être encadré, d'avoir de l'expérience et je suis bien là où je suis et je laisse la cité dans laquelle je vis, dans laquelle je suis né et qui m'a tout apporté dépérir, parfois même sur le bord de disparaître comme au Mali. Vous savez, en France, c'est un terme qui a vu le jour au XIXe siècle avec le J'accuse d'Émile Zola. C'est comme ça que ça a commencé, en disant, dans l'affaire Dreyfus. Donc, d'éminents intellectuels sont sortis de leur réserve pour dire ce qui se passe dans l'affaire Dreyfus, on n'est pas d'accord, dont Émile Zola. Aux États-Unis, les intellectuels américains sont sortis de leur réserve pour dénoncer la guerre du Vietnam. Je pense que c'est ce genre de mouvement qu'on a sans pour autant qu'il soit qualifié d'opportuniste. Malheureusement, c'est ça qu'on constate dans nos pays. Moi, personnellement, j'ai eu à prendre souvent des positions dans mon pays, et même de façon générale en Afrique, contre la mauvaise gouvernance, contre cette soi-disant démocratie qui nous a menés là où nous sommes, contre l'accaparement de l'appareil d'État, des maigres ressources financières que nous avons par un club de prédateurs. Je suis sorti souvent de mon rôle de diplômé, de chef d'entreprise pour dénoncer cela. Et quand vous faites cela, on dit est-ce qu'il veut faire la politique, quoi? Absolument. Voilà. Dès que vous prenez une position, on vous voit déjà en politique. mais en réalité, comment expliquer le fait que l'ensemble de ces cadres, ou l'immense majorité de ces cadres finalement, qui devaient devenir les intellectuels, soit aussi loin de la réalité? Est-ce la qualité de la formation? Est-ce le logiciel? C'est quoi exactement? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose où
ils sont aériens, ils reviennent avec des connaissances d'ailleurs qui ne correspondent pas. C'est ça ou quoi? C'est la formation, maître? Pas seulement la formation, c'est vrai qu'on observe de la part des diplômés, et nous avons tous eu ce sentiment, un certain recul par rapport à tout ce qui était la gestion de la cité, c'est-à-dire la politique de manière générale. Donc nous revenions avec nos diplômes, mais nous avons laissé ce champ-là à certaines autres personnes. À des voyous. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas à certaines personnes qui ne défendaient pas forcément toutes les valeurs que nous avions. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les diplômés doivent maintenant se considérer comme devant avoir une obligation d'évoluer vers le statut d'intellectuel. C'est-à-dire qu'en dehors des diplômes que nous avons, qui font de nous des experts dans un certain domaine, qu'on aille vers des domaines plus larges, qu'on prenne position sur des faits de société, qu'on s'engage dans la gestion de la cité, qu'on s'engage dans la politique. Cela avait une connotation un peu... On hésitait même à dire qu'on voulait prendre position en tant que diplômé, mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Il faut prendre position, mais est-ce qu'on est adapté? Parce que quand on écoute les intellectuels africains, je crois que quand on voyage à travers le monde, on s'en rend compte, c'est ceux qui sortent le plus de théories qui ne sont pas des théories de chez nous en réalité. Est-ce que la formation n'est pas la cause même de cette inadaptation, Karim Sy? Mais vous le retrouvez, je veux dire, quand vous voyez un mouvement comme les Gilets jaunes, vous voyez bien tout le décalage qu'il y a aujourd'hui entre un pouvoir de décision qui est réfléchi et qui est complètement hors sol. Et donc, tout le problème est à ce niveau-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se ramène à la pratique du terrain et comment on se confronte. Et je pense que c'est ce qu'on dit aussi là, c'est-à-dire l'intellectuel n'est pas juste dans son bureau en train de réfléchir et de faire de la théorie. Il faut qu'il se confronte à la réalité et à partir de cette confrontation de la réalité qui est ouverte et donc qui n'est pas monopolisée non plus par un groupe, s'ouvrir. Aujourd'hui, en plus, on a quelque chose de fantastique, c'est qu'on a les outils, et c'est un peu mon sujet, numérique, qui nous permettent de réfléchir même à l'échelle mondiale. Et on n'a pas le choix d'ailleurs. Si on voit le GIEC, on est face aujourd'hui à des enjeux qui se réfléchissent à l'échelle mondiale. L'évolution du climat. Voilà, les enjeux climatiques, les enjeux... Là, on voit bien, la crise sécuritaire, c'est pas que le Mali, c'est toute la région. Ça nous dépasse à certains niveaux, il y a des influences extérieures. Donc, on voit bien que tous les sujets qu'on touche sont des sujets aussi qui sont à penser... Mais là, ce que j'essayais d'évoquer, c'est que lorsque l'on écoute l'intellectuel africain... Mais souvent il vous cite tellement de penseurs des siècles précédents pour étaler l'immensité de son savoir, mais on a le sentiment qu'il y a ce complexe qui est resté, M. Sokona, non? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a plusieurs types d'intellectuels. Ensuite, la tâche est immense. Le malheur en Afrique, c'est qu'on veut aller vite, on veut faire tout, parce que tout est urgent et tout de suite. C'est ça le problème. Parce qu'il faut d'abord voir les processus de décision en Afrique. Qui prend les décisions? Karim disait tantôt que dans les années 80, j'ai participé de cela. Fabriquer des pompes à mer pour résoudre le problème d'exode, le problème de l'eau dans les pays sahéliens. On n'a pas suffisamment réfléchi sur l'impact et les conséquences des programmes d'ajustement structurel. La base est là. C'est parce que les intellectuels africains également interviennent au niveau international. Parce que le narratif pour le développement de l'Afrique, les perspectives de développement de l'Afrique, ce n'est pas les Africains qui décident. Donc, et les intellectuels également, nous participons de cela, intervenir à ce niveau. Intervenir au niveau du bilatéral. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a un seul narratif et qu'eux, ils n'existent pas, ils sont plutôt le prolongement de ce narratif. Vous savez, oui, carrément. Jocolab en France, le premier Jocolab, on l'a ouvert au Sénégal. On est allé en France 2 ans après, en 2012. Quand on a ouvert en 2010, on était parmi les premiers espaces d'innovation de ce type dans le monde. On ouvrait en même temps que le premier espace de ce type-là en France, à Paris. 2 ans après, les gens veulent nous expliquer comment faire, alors qu'on participe du même mouvement et on réfléchit dans les mêmes réseaux au niveau international. Et donc, quand on a ouvert en France, les gens veulent nous dire « Ah, mais c'est fait pour les diasporas ». Pas du tout. Pas du tout. On l'a fait pour le territoire de Nanterre et de la ville de Nanterre autour de la question de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Mais comme on vient d'Afrique, chaque fois on nous cantonne dans un débat et nous-mêmes on se cantonne dans ce débat. Je pense, ce qui a été intéressant d'ailleurs dans mon cas, c'est que j'ai pu me confronter avec la réflexion en France et se rendre compte qu'en fait notre réflexion, c'est-à-dire l'Africain doit aussi commencer à se faire confiance, se dire que ses idées peuvent gagner le monde.
L'Afrique est un continent monde, on l'a dit. On a un brassage incroyable et en fait, on a des vraies solutions à apporter et une vraie réflexion à apporter pour participer à la résolution des problématiques de ce Mais on a le sentiment que ce narratif-là n'existe pas. Est-ce que c'est parce que nous ne parlons pas suffisamment, parce que... Hein, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. On n'écoute pas les Africains. Il existe. Il existe, il est sur papier. Ben, malheureusement, le politique ne se saisit pas du narratif. Mais ces politiques dont on parle sont les diplômés. Mais plus que le politique, le système actuel fait que l'Africain ne se fait pas confiance et malheureusement, l'occidental, sans généraliser, a une tendance de supériorité dans sa pensée. Un regard condescendant. Moi, je pense à l'Infoca qu'il faut qu'on redevienne nous-mêmes. Ce que nous avons été, nous avons des sociétés séculaires, nous avons des traditions, des valeurs. Comme je disais, un diplômé n'est pas un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui s'adonne à un exercice intellectuel et qui réfléchit aux problèmes de la cité. On n'a pas besoin d'aller à l'école. J'ai coutume de rappeler l'exemple du Cheikh Zayed, qui n'est pas allé à l'école des Blancs et qui a créé les Émirats arabes unis. Il a juste réfléchi aux problèmes de la cité, aux problèmes auxquels est confrontée sa société. Il a réussi à bâtir ce magnifique pays qu'est les Émirats arabes unis. Et c'est un intellectuel. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne un peu à nos valeurs, qu'on se réancre à nouveau dans nos traditions, qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire sans copier les autres, sans faire du mimétisme. Et c'est ça que les Asiatiques ont réussi. Les Asiatiques, ils ont connu comme nous les mêmes misères, ils ont été colonisés comme nous, ils ont été martyrisés comme nous, mais ils se sont redressés en revenant à leurs valeurs, en disant c'est nous qui pouvons faire ça et nous allons le faire. C'est pour ça que moi je pense que en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen, nous devons avoir une capacité d'indignation. Tant que nous n'aurons pas cette capacité d'indignation et que nous ne l'exprimerons pas, ben les autres vont venir nous imposer leur modèle qui ne fonctionne pas chez nous. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, tel que la démocratie... On va en parler dans la seconde partie. Mais je voudrais qu'on ait quand même fait un état des lieux. Beaucoup parlent de l'échec de l'intellectualisme africain. Est-ce que c'est exagéré quand on dit ça, Maître Fatoumata Diarra? Ce n'est pas exagéré, je pense que c'est la perception même de l'intellectuel et l'attitude même de ceux qui se disent intellectuels qui peuvent expliquer cette sorte de défiance de la population envers cette catégorie, entre guillemets. En ce qui concerne la perception de l'intellectuel, il ne faut pas seulement le voir avec la vision moderne, entre guillemets, européenne ou occidentale. Nous avons eu des foyers intellectuels ici, Tombouctou, etc. Nous avons eu dans nos sociétés, dans nos civilisations, des notables, des scribes, des conseillers de souverains qui étaient des intellectuels, qui étaient porteurs de nos valeurs et de nos traditions. Il faut que dans l'imaginaire collectif, qu'on revienne, qu'on se réapproprie notre propre histoire et qu'on sache que nous avions des intellectuels africains. Mais comment expliquer la disparition de ces intellectuels-là ? S'il y en a eu, parce que vous prenez le cas de Tombouctou et personne ne peut en douter, comment expliquer qu'on soit passé de cela à des gens qui ne prennent plus position, qui, à moins qu'on ait décidé de définir autrement les intellectuels, c'est-à-dire sortir de ce cadre de réflexion-là pour entrer dans autre chose? Parce qu'il y a eu une cassure. Il y a une cassure à l'Infoca. Il y a une cassure. On peut dire que nos sociétés ont été violées par l'Occident. Nos sociétés ont été violées par l'Occident. Et à partir de cette 500-là, nous n'avons pas reconquis notre souveraineté, reconquis, comme l'Asie a su le faire après ces colonisations-là. Donc, gagner confiance en nous, comme il le disait. Absolument. Il faut qu'on ait confiance en nous. Il faut qu'on soit capable de dire aux autres, vos modèles ne fonctionnent pas chez nous. Voilà ce que nos ancêtres faisaient. Nous allons revenir à cela. Ça nous coûtera ce que ça nous coûte.